C'est désormais officiel. Idriss Déby Itno est à nouveau candidat à sa propre succession. Il a été investi par son parti. Au Bénin, Galeou Soglo a échappé belle à un assassinat. Le fils de l'ancien président Nicéphore Soglo a été fusillé ce week-end. Joe Biden au 34e sommet de l'Union africaine. Le président américain parle de renforcement du partenariat avec le continent africain. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le fils de l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo, candidat à la présidentielle d'avril prochain, a été blessé par balle dans une attaque menée par des individus non identifiés. Il a été admis vendredi soir en soins intensifs. Ganiou Soglo, l'un des 20 candidats à l'élection présidentielle du 11 avril, a été victime d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés peu avant 20 h dans la soirée du vendredi. Le fils de l'ancien président béninois Nicéphore Soglo venait de Zinvier, près d'Abomey-Calavi, lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a été stoppé par des arbres bloquant la voie. Plusieurs individus, 2 à 3 hommes, selon le récit de son chauffeur, ont fait irruption et ouvert le feu. Ganiou Soglo a été touché au thorax. Le chauffeur est parvenu à dégager la voiture et à prendre la fuite. D'abord admis aux urgences dans une clinique de Cotonou, Ganiou Soglo a ensuite été transféré au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga, où il a été placé en soins intensifs. Selon un proche joint dans la soirée du vendredi, l'une des balles s'est logée près du cœur. Par la voix de son ministre porte-parole, le gouvernement déplore et condamne l'atteinte portée à l'intégrité physique de Ganiou Soglo. Il dit s'assurer de la diligence des investigations promptement entreprises par les services de la police républicaine afin d'élucider les circonstances et les mobiles de cette agression et d'en appréhender les auteurs. Nicéphore Soglo s'est rendu dans la soirée au chevet de son fils, tout comme plusieurs personnalités, dont l'ancien président Boni Yayi. Ganiou Soglo, fils cadet de l'ancien président béninois, s'était mis en retrait de la vie politique de son pays plusieurs années durant, après avoir été député et ministre. Ces derniers mois, il s'est à nouveau impliqué dans la sphère publique, multipliant les critiques à l'égard du pouvoir. Lundi 1er février, il a été l'un des premiers à déposer son dossier de candidature à la présidentielle d'avril prochain auprès de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. L'une des interventions qui aura marqué ce sommet est celle du président américain. Dans un enregistrement vidéo, Joe Biden a adressé les vœux du peuple américain à l'Afrique et a évoqué les chantiers qui attendent d'être davantage investis dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et le continent africain. Suivant l'intervention de Joe Biden à ce sommet. Hello everyone. I'm honored to send the best wishes of the people of the United States. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter les meilleurs vœux du peuple des États-Unis d'Amérique à l'occasion du 34e sommet de l'Union africaine. L'année qui vient de s'écouler nous a montré à quel point notre monde est interconnecté et le destin sont indissociables. C'est pourquoi mon administration s'engage à renouer nos partenariats dans le monde entier et à reprendre le dialogue avec les institutions internationales comme l'Union africaine. Nous devons tous travailler ensemble pour promouvoir notre vision commune d'un avenir meilleur. Un avenir de commerce et d'investissement croissant qui favorise la prospérité pour toutes les nations. Un avenir qui favorise la vie dans la paix et la sécurité pour tous nos citoyens. Un avenir résolu à investir dans nos institutions démocratiques et à promouvoir les droits humains de tous, les femmes et les filles, les personnes LGBTQ, en situation de handicap et de toutes les origines ethniques, les religions et les cultures. Pour parvenir à cet avenir, nous devons aussi relever les défis importants auxquels nous sommes confrontés. Il faut pour cela investir davantage dans la santé mondiale, vaincre la COVID-19 et travailler pour prévenir, détecter et riposter aux crises de santé publique futures et en partenariat avec les CDC africains et les autres institutions au service de la sécurité sanitaire. Élever nos ambitions climatiques et faire en sorte que les nations en développement puissent réduire les impacts climatiques qui causent déjà des souffrances et s'y adapter. Et pratiquer une diplomatie cohérente à long terme
en connexion avec l'Union africaine pour faire face aux conflits qui coûtent des vies sur tout le continent africain. Rien de cela ne va être facile. Et les États-Unis sont aujourd'hui prêts à être votre partenaire solidairement et à vous soutenir dans le respect mutuel. Nous croyons en les nations d'Afrique, en l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation dans l'ensemble du continent. Et face aux défis qui se présentent, même s'ils sont immenses, il ne fait aucun doute que nos nations, nos peuples, l'Union africaine sont à la hauteur de ceux-ci. J'espère que je pourrai être avec vous en personne la prochaine fois. Je vais toutefois vous remercier. Merci. Que Dieu vous bénisse. 15 députés et plus d'une cinquantaine d'employés au Parlement ghanéen ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé jeudi le président de la Chambre qui a décidé la réduction du nombre de sessions parlementaires. Plus de précisions à travers cet élément. 15 députés ont été testés positifs au virus. Ils ont tous été prévenus et sont tenus de s'isoler, a affirmé le président du Parlement, Alban Bagbin. Selon lui, 56 autres personnes travaillant au sein du Parlement ont également été testées positives, le poussant à limiter les sessions parlementaires au mardi et au jeudi afin de contrer la propagation du virus. Certains lient cette flambée de contamination au Parlement au climat de tension qui a régné lors de la première session du nouveau Parlement ghanéen suite aux élections du 7 décembre. Les députés en sont arrivés aux mains lors de la mise en place du bureau du Parlement, notamment le contrôle du perchoir. L'armée était obligée d'intervenir pour apaiser la tension. Le chef de l'État, Nana Akufo-Addo, a réimposé dimanche une interdiction des rassemblements festifs dans ce pays anglophone ouest-africain qui fait face, comme de nombreux autres pays du continent, à une seconde vague du Covid. Les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de 10 mois, mais le président Nana Akufo-Addo a déclaré dimanche qu'un retour à des mesures plus strictes était nécessaire. Nos hôpitaux sont pleins et nous avons dû réactiver nos centres d'isolement, avait-il déclaré. Le nombre de cas détectés quotidiennement est de 700 contre 200 il y a 2 semaines. Depuis le début de la pandémie, le pays a officiellement enregistré quelques 69 000 cas, dont 433 décès. Mais ces données sont à prendre avec précaution, alors que le nombre de tests pratiqués est bien inférieur à ceux réalisés en Europe ou dans d'autres pays du monde. Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars, tandis que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les pubs continuent d'être interdits d'accès. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a été lui investi sans surprise par son parti, candidat pour un 6e mandat à l'élection présidentielle du 11 avril. À ce scrutin, il fait figure de grandissime favori après 30 ans au pouvoir. Idriss Déby Itno, âgé de 68 ans, dirige le Tchad d'une main de fer, mais il est largement soutenu par la communauté internationale qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les djihadistes et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d'États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. L'armée tchadienne fournit au casque bleu de l'ONU au Mali l'un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Si l'émotion d'être investi candidat à une élection présidentielle est toujours forte, celle que je ressens aujourd'hui a une portée plus grandiose, a déclaré Déby devant les militants de son parti, le Mouvement patriotique du salut, MPS. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de vous dire que c'est après une mûre et profonde introspection que j'ai décidé de répondre favorablement à cet appel. Cet appel du peuple, a-t-il poursuivi, après avoir été désigné candidat par acclamation par les membres de son parti. L'opposition a appelé samedi à des manifestations pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique qui ont été interdites par les autorités au motif qu'elles risquent d'engendrer des troubles à l'ordre public. Face à Idriss Déby, 12 responsables de partis politiques de l'opposition ont scellé mardi une alliance électorale pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle. La principale figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, déclare qu'il ne serait pas intéressé par des négociations avec le président Museveni. Il a déposé un recours pour contester la réélection du président sortant, qu'il estime entaché de fraude, et ce sera la justice de statuer sur la validité des résultats de l'élection présidentielle. In conflict, we have
Nous avons décidé d'aller déposer un recours pour cette élection à la Cour suprême de l'Ouganda. Même si tant de personnes en Ouganda sont en désaccord avec le système judiciaire et ne sont pas d'accord pour aller à la Cour suprême de l'Ouganda parce qu'elles savent que le général Museveni contrôle fondamentalement toutes les institutions de l'État. Nous savons que, comme l'a dit le Dr King, l'injustice auquel se produisent est une menace pour la justice partout. Nous espérons et prions pour que le monde se tienne aux côtés du peuple ougandais. Nous espérons et prions que ceux qui traitent avec l'Ouganda ne traitent pas avec un individu. Le général Museveni considère l'Ouganda comme un pays de 45 millions d'habitants. La majorité d'entre eux sont des jeunes qui veulent bénéficier des mêmes valeurs d'humanité, des valeurs telles que l'état de droit, des valeurs telles que le respect des droits de l'homme, des valeurs telles que le respect de la démocratie. Cependant, nous croyons à la discussion, nous croyons au pourparler. Ma question a toujours été: dans quel but? De quoi discutons-nous? Les discussions du général Museveni ont toujours porté sur la cooptation. Ces discussions ont toujours consisté à demander leur prix à ceux à qui il veut parler. Et ici, nous ne représentons pas seulement nous-mêmes, nous représentons toute une génération. Comme nous l'ont dit ceux qui nous ont précédés, ce ne sont que des gens libres qui négocient, ce ne sont que des gens libres qui discutent, pas des prisonniers. Nous devons parler quand nous avons tous nos droits, quand nous avons toutes nos libertés. Il n'est absolument pas possible que quelqu'un puisse mettre son genou sur votre cou et ensuite dire « parlons ». Ce n'est pas le genre de négociation dont nous discutons. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur CK TV.